face à face dans sa nouvelle configuration, vous avez certainement vu, remarqué que nous avons une nouvelle rubrique. Nous laissons la possibilité à notre invité de bien vouloir regarder l'écran pour voir ensemble les photos des hommes politiques. Ça dépend de la casquette des invités. On présente la photo, la vidéo. Enfin, on va mener aussi des vidéos plus tard, mais d'abord la photo pour que quelqu'un essaie de voir et nous donner son point de vue sur la question. Aujourd'hui, je reçois encore une fois un habitué de cette émission. Je ne compte plus le nombre d'émissions qu'on a eu tourner avec lui. Le docteur, pasteur, consultant Flavien Chirandi nous fait encore l'honneur de revenir. Bon, pour plusieurs personnes, c'est un kabiliste. Pour d'autres, c'est un kabilo-hypocrite. Pour une autre partie de la population, il est au milieu il est au milieu du jeu et il n'a pas de tendance. Il y en a aussi qui pensent que c'est un pastoral et tout ça. Il y en a d'autres qui disent qu'il fait les pas de porte à Fatih. Bref, on apprendra à le connaître de toutes les façons. Ah, vous voyez comment quand ça vous dessine, c'est extrêmement compliqué. Tout le monde a droit à une opinion, mon frère. Comment allez-vous? Ah, je me porte bien, ça va. Alors, comme on a vraiment, on va maximiser tout le temps possible, je voudrais qu'on commence directement. Aux États-Unis, par exemple, il y a Gilles Alinguete qui a tenu des propos qui ont choqué, entre guillemets, l'opinion. Pour plusieurs personnes, il n'aurait pas, en tout cas, dit tout ça. Pour les autres, il n'a dit que la vérité et que les gens sont seulement hypocrites. Quel est votre point de vue sur la question? Premièrement, Christian, merci beaucoup de m'avoir à cette émission. Je pense que selon moi, comme tu as demandé, je pense qu'il y a deux petites choses sur ces dossiers. La première chose, il y a la façon dont le message avait été communiqué. Je pense qu'il y a les paquets de la communication. La façon dont Gilles Alinguete avait dit, d'un côté, pour plusieurs personnes, ils n'ont pas réellement saisi ce qu'il voulait dire. Est-ce que le pays est en guerre, le pays n'est pas en guerre, tout ça, je pense qu'il y a un problème de la communication qui a été mal compris. Et je pense aussi que le pays est en insécurité, c'est vrai, le pays, il y a un état de siège, donc d'un côté, les gens vont dire que yes, il y a la guerre parce que les pays de l'Est du pays, il y a les présences de terrorisme. Est-ce que c'est dans tout le territoire? Non, la guerre n'est pas dans tous les territoires, mais il y a certains territoires où il y a effectivement la guerre, il y a l'instabilité. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on ne mélange pas les choses finalement quand on parle sécurité, insécurité, conflit armé, et ainsi de suite? Est-ce qu'on ne mélange pas les choses? Parce que j'ai entendu les gens parler de l'état des sièges. L'état des sièges n'a pas de problème avec la guerre. Oui. Quand on est en guerre, ce n'est pas un état des sièges. Quand on est en guerre, c'est un état de guerre. Oui. Les pays déclarent un état de guerre. Quand vous êtes en état de siège, ça veut dire qu'une partie de votre population est assujettie par des en fait, c'est quoi la guerre? En fait, on doit d'abord définir c'est quoi la guerre. C'est là qu'on doit définir. C'est quoi la guerre? C'est une intervention militaire ou du terrorisme qui attaque un territoire à un autre. Donc, aussi longtemps que le Nord Kivu, le Sud Kivu est attaqué par la présence d'un terrorisme, il y a une intervention de guerre, même si ça ne prend pas tout le territoire du pays. Aux États-Unis, par exemple, dans l'État de Philadelphie, ou dans un petit coin, si les terroristes sont là, et qu'ils sont tous, ou une partie, il y en a qui sont américains, et d'autres qui sont russes, ou je ne sais pas moi, tchécoslovaques, s'ils prennent, par exemple, un petit territoire ou une école, l'État américain va être déclaré qu'il est en guerre? Non, l'État américain ne va pas être déclaré en guerre. Ce n'est pas qu'ils ont pris un territoire, ils ont pris un territoire, tout ça. Mais il faut savoir que le pays a été en insécurité pendant 20 ans. Écoute-moi très bien. Oui, le pays a été en insécurité pendant 20 ans. Il y a une certaine forme d'instabilité sur ce point-là. Clairement, ce qui est vrai est que le paquet du message que Alinguete voulait dire, je pense, avec son intention, ce qu'il voulait dire n'était pas mal, mais ça a été mal compris. Mais deuxièmement, aussi dire que le pays n'est pas en insécurité, qu'il y a une guerre de l'autre côté de l'Est, c'est aussi injuste parce qu'il y a effectivement
une instabilité Mais qui Gilles a dit attaque qu'il y les avait nations. insécurité. Gilles a dit qu'il y a des mouvements Mais dire terroristes. qu'il n'y a pas la guerre, Mais il dit qu'il n'y a pas de guerre. dire qu'il n'y a pas la Ouais. guerre, dire qu'il n'y a pas, écoute, dire qu'il n'y a pas la guerre, dire qu'il n'y a pas d'ennemis, de secours, dire qu'il n'y a pas la guerre, le peuple, une intervention du terrorisme qui détient un territoire, qui intervient avec l'intervention militaire, ça c'est une guerre. Parce que le président Félix Tshisekedi a déclaré l'état de siège à ces territoires-là pour essayer de déstabiliser l'ennemi. Et pourquoi? Déstabiliser l'ennemi, et il ne va pas les stabiliser à n'importe quoi avec une intervention militaire. Est-ce que toute intervention militaire fait appel à la guerre? Non, toute intervention militaire ne fait pas appel à la guerre, mais ce territoire-là, c'est un territoire qui est contrôlé par l'ennemi, et l'ennemi doit être éradiqué. Et cet ennemi-là crée un conflit d'une armée à une autre qui s'attaque. Et ça, c'est la guerre entre Est-ce que nous sommes en face d'une armée ou nous sommes en face des milices? Écoutez, même si on veut définir les milices, on veut définir l'armée, on veut définir quoi, peu importe ce qu'on veut définir, aussi longtemps que notre armée, l'armée congolaise, doit se lever pour aller attaquer l'autre dans leur territoire. C'est l'invasion du territoire, mon frère. L'invasion du territoire, et ils ont le droit de protéger leur territoire. Ils amènent la guerre, ils amènent l'instabilité, ils amènent la peur, le terrorisme à ces territoires-là. Peu importe comment est-ce qu'on va essayer de définir, oh, la guerre ou pas la guerre, ou ceci, tout ça. Mais ce qui est vrai, c'est que le pays est dans une situation où l'ennemi est prêt de contrôler le territoire ou de prendre le territoire. Mais n'est-ce pas ce que Gilles a dit? Oui. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Mais Jules, qu'il a dit ça. Il a dit qu'on tue à 2000 km. On tue dans des cas, dans des coins isolés. On tue, mais c'est vraiment loin. Et puis en plus, il parle des villes. Il dit, la guerre dont on vous parle, ce n'est pas à Mbandaka, ce n'est pas à Mbujimayi, ce n'est pas à Goma, c'est ici des grandes villes. Il dit, on ne trouve pas la guerre dans ce coin. On trouve cette insécurité dans les milieux où il y a des minerais, mais c'est encore un peu plus loin dans nos villages. Et je le répète encore, je ne suis pas contre ce que Jules a dit. Je suis pas contre ce que Jules a dit. Je pense tout simplement que le paquet de son message a été mal compris parce que Jules lui-même a donné un message hier pour dire qu'il s'excuse, il a été mal compris, tout ça. Parce que lui-même, il a compris que le paquet du message a été mal compris. Le problème, c'est si le message est mal compris, on doit comprendre ceci. La communication n'est pas par rapport à celui qui donne l'information, même par rapport à ce que je suis en train de parler. La communication a toujours été, vous qui avez étudié la communication, d'ailleurs c'est un cours que j'enseigne à l'université sur la communication des affaires. La communication est toujours par rapport à l'audience, c'est celui qui écoute l'information. Donc, ce que les gens ont écouté, et Jules lui-même a compris, M. Alinguete, qu'il devait tourner à la télé, présenter des excuses et essayer de rectifier le message. Donc, au lieu que ça nous prend plus du temps, je pense que le paquet de son message, l'intention était bonne, mais le paquet de ces messages-là est mal sorti. Alors, aujourd'hui, est-ce que l'on peut dire que devant des investisseurs, pouvons-nous parler que le Congo est en guerre et s'attendre à ce que les investisseurs viennent chez nous? Ou pouvons-nous dire qu'on est en insécurité et que les investisseurs viennent chez nous? Yeah. Et tout ça, c'est parce que lui-même, Jules Alinguete, lui-même et sa communication, base de communication, c'est eux-mêmes qui ont formulé toutes ces phrases-là. La seule chose à faire devant les investisseurs, c'était de vendre les pays d'une façon positive, de montrer dans les pays que nous avons les minerais, nous avons des choses en nous, venez dans le pays. Alors, tout ça. Écoutez, mais il a répondu à la question. Oui. On lui a posé la question, comment les gens viendront chez vous? Il y a la guerre à l'Est. Okay. Il commence par répondre à la question. Ça veut dire que le discours de Gilles Alinguete était un discours attractif qui appelle les investisseurs. Mais la dame qui pose la question à Gilles. Comment les investisseurs viendront chez vous? Il y a la guerre. Et c'est là qu'il commence, oui. Madame, la guerre dont vous parlez. Là, on le voit à la télévision. Je le répète encore que Jules Alinguete, je pense que c'est le paquet du message qui a été mal compris. Donc, et vous savez, moi aussi, je ne suis pas fort en communication. Je suis peut-être plus anglophone, mais je pense tout simplement qu'il y a certaines choses, la façon dont nous parlons ça, même l'intention quand elle est bonne, et lorsque l'audience mal compris ça, elle mal compris ça. Alors, on va poursuivre au-delà de ça, mais il y a aussi le 1 an du gouvernement. Sama Lukonde a fêté 1 an de son gouvernement avant-hier, et pour lui, le bilan est satisfaisant. Il se félicite même d'ailleurs de beaucoup de réalisations qu'ils ont eu à mener. Est-ce que vous le voyez? Voyez-vous ces changements-là?
Bon, vous savez, hein, M. Sama, il est le Premier ministre. Moi, je ne pense pas que si je suis en fonction, je suis le chef du gouvernement, Ouais. ou bien je suis responsable de quelque chose, je vais dire que je suis en échec. Alors, est-ce que je vais dire que M. Sama a échoué ou bien son gouvernement a échoué? Je ne peux pas conclure dans toutes ces choses-là. Ce que je peux dire tout simplement est que tout ce qu'il fait, tout ce qu'ils sont en train de faire dans le gouvernement, peut être bien ou mauvais, tout ça, moi, je m'en fous. La vérité, ça nous amène à une seule chose, la vie sociale du peuple. L'économie doit être capable, en anglais on dit transcender, doit être, ça doit être capable de toucher la vie sociale du peuple. Est-ce que c'est qu'il est satisfaisant? Ça touchait la vie du peuple. On a vu la vie, on voit le Premier ministre, sa vie, comment est-ce qu'elle reflète. On voit la vie du ministre, comment est-ce que ça reflète. Je demande au ministre, je demande au Premier ministre, je demande au ministre de l'économie, je demande au ministre des Affaires sociales, je demande à tous ces ministres-là de descendre au marché, de descendre à la rue et de demander qu'est-ce qui se passe à la vie du peuple. Et je pense qu'ils auront la réponse à la Mais oui, si on va dans ces conditions-là, on Mhm. va aller descendre aussi dans la rue pour voir combien de chômeurs il y a en Amérique, combien Oui, la vie sociale, on est en train de parler. Oui, combien les à la fin de Américains tout, souffrent pour se faire à la fin, soigner oui. et tout ça. Bon, mais je ne sais pas pourquoi on doit se retarder pour essayer de comparer l'Amérique ou le Congo. Mais on doit se dire ceci, c'est qu'à la fin de toute chose, moi, comme je l'ai dit, que ça soit satisfaisant, que ça soit pas satisfaisant, tout ça, ce n'est pas un problème. Le peuple, vous savez, le seul privilège que j'ai dans ma vie, et je bénis le Seigneur, c'est le fait que je suis avec les gens qui sont dans la grande classe, dans la classe moyenne et dans la petite classe. Si ma sentinelle peut me dire que aujourd'hui, les pains qu'il voulait acheter ou bien l'huile qu'il voulait acheter, le prix a augmenté et que je suis obligé d'augmenter le salaire de mes sentinelles, des gens qui travaillent pour moi, de mes employés pour répondre à leur vie sociale. Et cela reflète à ce que l'économie est en train de partir. Comme tu as touché les États-Unis, le plus grand problème que Joe Biden a maintenant là, c'est l'inflation. L'inflation qui a touché, non seulement que ça touche l'Europe, et ça touche aussi les États-Unis. Cette inflation-là, pourquoi? Parce que ça fait monter même les intérêts parce que nous, on voit la vie économique sur l'intérêt de mortgage, des achats des maisons, tout ça, comment est-ce que cet intérêt-là sort? On a quitté des 1,9, des 3, on est monté maintenant à 4% d'intérêt, qui veut dire que l'inflation, elle est en train d'être, donc l'économie est en train de passer d'une façon très négative. Alors, d'une façon négative, c'est la responsabilité maintenant du président de la République, avec son équipe, d'essayer de redresser cette situation. Tu sais, l'élection présidentielle aux États-Unis, un président peut perdre seulement l'élection parce que le prix du carburant a augmenté. Alors moi, Maintenant, la chose. Donc, c'est pour te dire que le peuple s'en fout de ce qui se passe. Ce que le peuple attend, c'est la vie sociale. Dans tous les pays, le mais peuple parce que vous attend parlez sur de la la vie vie sociale. sociale, Oui. il y a des faits, il y a des points. Par exemple, je répète les propos du Premier ministre. Il y a une augmentation de salaire à hauteur de 30%. Ça veut dire celui qui avait 100 dollars à 130 dollars. Est-ce que ce n'est pas un impact dans la vie de tout le monde? Il y a la réduction des impôts sur le revenu, sur le revenu, les impôts sur le revenu. Vous avez par exemple, c'était les 15% que l'on a ramené à 3%. Ça veut dire que celui qui avait 10 dollars, que l'on prenait 15 dollars, on ne prendra plus que 3 dollars. Il a le sentiment qu'on a ajouté à son salaire 12 dollars. Oui, voilà. La chose est simple. Je félicite le gouvernement. Je suis fier de ces ministres. Je suis fier de ce qu'ils sont en train de faire. On les souhaite le meilleur. Je veux dire tout simplement une seule chose. Si vous augmentez 30%, 20 dollars sur une personne. Oui, je l'ai fait avec mes employés. J'augmente le salaire. C'est bien. Vous augmentez 20% le salaire, 20 dollars. Aussi longtemps que les aliments au marché, aussi les prix ont augmenté, cette augmentation-là n'a rien fait. Ça n'a fait que répondre à ces niveaux où le peuple sont. Donc, en quelque sorte, s'ils ont augmenté, c'est que je suis en train de parler et d'insister, même au ministre des Finances, c'est d'être capable, avec les recettes qui sont en train d'entrer au pays,
de répondre et de savoir balancer ça sur la vie économique et sociale, de réduire les dépenses de l'État, de réduire les dépenses et de aussi, je tiens, comme je l'ai dit toujours la fois passée, et je l'avais dit, de réduire même le coût de vie des institutions, le coût de vie du président des cabinets, des membres du président, des ministres, tout ça, de réduire toutes ces choses pour essayer de prendre cet argent, de les balancer dans l'économie. Peut-être qu'il n'y aura pas un grand effet, comme on le dit, en première année, deuxième année, troisième année, il y aura un effet. Mais le 20%, il n'y aura pas d'effet. Le 30%, sans production, oui. il n'y a pas de politique de production locale. Vous oui. ne produisez pas. Alors, c'est ça. L'agriculture est abandonnée. On est en train de partir La sur pêche ça. est abandonnée. Comment vous allez Tu es faire en train de pour partir changer les sur choses? tout ça. Tu es en train de partir, toi-même, tu es en train de toucher ces choses-là. Alors, ils peuvent augmenter. Ils peuvent faire toutes ces choses-là. Aussi longtemps que les choses au marché sont en train d'augmenter les prix, il y a toujours un problème. Et la production, parce qu'en comptabilité, on parle d'un account receivable, un account payable, ce qu'on reçoit et ce qu'on paye. Aussi longtemps que ce qu'on reçoit est peu, et ce qu'on paye, et ce qu'on reçoit est peu, et ce qu'on est en train de sortir est beaucoup, il y aura toujours un problème. Donc la production doit être là, on doit faire des choses qui doivent faire en sorte que ce qui sort dans l'économie doit être moins par rapport à ce qui entre. Mais sur la question des routes, ils ont aussi... le Premier ministre a parlé de certaines routes qui ont été finalement réhabilitées. À Mbujimaï, par exemple, des routes qui ont été asphaltées, et puis dans certains coins de la République où les routes ont été finalement asphaltées. Est-ce que sur la question, par exemple, de routes, avez-vous vu un changement? Bon, je ne sais pas encore parce que je ne suis pas encore parti en Mbujimaï. Je ne suis pas encore parti, je ne suis jamais parti là-bas. Ce que je sais, hier, nous avons fait une longue route. C'est quelle route là? La route là de l'aéroport encore? Le boulevard? Là où Lumumba? J'étais même du côté de Bidou. C'est quoi? Bidoua? Après l'aéroport? C'est Bibois. Bibois. Oui. Tout ça. Tu as vu les conditions de route, tous ces côtés-là? Déjà que vous ne connaissez même pas les noms de la ville. Comment vous allez connaître les conditions là? C'est comme ça que je sais. Ouais. Tout simplement pour dire que... Mais là-bas, la route, elle est bonne. La route non, tout ce côté-là, quand j'étais descendu, il y a trop de trous là-bas. Alors, trop, c'est beaucoup. Mais la route est praticable, il faut le dire. Oui, la route est praticable. Ouais. Ce que j'essaie de dire tout simplement, l'économie se développe lorsqu'il y a les connexions de route. D'ailleurs, c'est pourquoi tu vois beaucoup de pays, la première chose qu'ils fassent pour l'économie, c'est dans l'économie d'un pays, c'est arranger les routes pour que les pays soient reliés. Alors, s'ils ont mis l'argent pour ça et s'ils veulent continuer avec ça, et s'ils sont tentés de continuer avec ça, nous les encourageons. Si on doit parler des échecs, quels sont les grands échecs de ce gouvernement? Moi, ce que je veux dire tout simplement, c'est que dans mon article que j'avais écrit la fois passée, et j'ai insisté à ça, et je tiens à insister à ça, je pense que le président de la République doit remanier le gouvernement. Il doit mettre certaines faces qui sont compétents pour essayer de sauver son mandat. Et les 2 ans qui restent, qu'est-ce qui doit être véritablement fait? Quelles sont les perspectives, selon vous, qui peuvent être entreprises pour corriger les erreurs du passé et projeter l'avenir? Les 2 ans qui restent au président Félix. Les 2 ans qui restent avec le président Félix, je ne sais pas ce qui... Si j'étais à sa place, la première chose, c'est de faire tomber tout mon gouvernement, et je l'insiste, et j'assume, de faire tomber tout le gouvernement. Je suis certain, et je le dis toujours, qu'il y a trop des incompétents, le gouvernement doit tomber. La deuxième chose, la restructuration du cabinet du président, qui exige à ce que le président doit être capable de virer même ses amis et mettre des gens qui sont capables de faire des choses. Troisième chose, je pense que le président doit être capable de ramener tout le monde sur la table. Même si les gens ne veulent pas, sans pour autant créer ce qu'on appelle les opportunités pour le poste, vous comprenez? Écouter les idées des autres leaders politiques. Qu'est-ce qu'ils en pensent pour essayer de déclencher l'histoire économique du pays. Ils ont fait ça quand même. Il a fait ça avec les FCC. Il était très proche de Kabila. Ils ont fait il est très proche de Kabila? Mais il était proche de Kabila. Il était proche de Kabila. Très proche, ouais, même... au point qu'ils ont même été ensemble. Oui. Il fait fréquenter assez souvent. Ça n'a rien produit, mais le problème, c'est ceci. Ils font l'union sacrée, ils sont tous ensemble, mais ça ne produit absolument rien. Et c'est pourquoi je suis en train de dire que, sans pour autant avoir un intérêt quelconque, c'est de chercher
chercher des idées que tous ces gens-là, ceux qui sont en train de voir, les idées, les leaders, je parle des leaders politiques, pour essayer de mettre tout sur la table. Mais comme quelle idée? Essayer de mettre à l'endroit en place. oui, à l'endroit où, comme quelle idée? Disons-le. Qu'est-ce que Kabila peut conseiller à Tshisekedi? Non, je vais donner tous les noms. Qu'est-ce que Kabila peut conseiller à Tshisekedi pour qu'il réussisse? Dans quel secteur Kabila réussit et que Fachi est en train d'échouer, que Kabila peut lui dire, voici, on fait ceci, on fait cela. Qu'est-ce que Bemba va dire à Fachi? À Fachi, dans quel secteur Bemba peut conseiller à Fachi en disant, voici, fais ceci, parce que moi j'ai essayé, ça a marché. Dans quel secteur Katumbi, qui a géré le Katanga, quel est le conseil qu'il peut donner à Fachi dans la gestion? En fait, je ne peux pas descendre en pratique pour dire que voilà, il doit prendre un tel point, il doit prendre un tel point. Je pense que le président de la République, assis sur, vous savez, la chaise d'autorité, la chaise de la responsabilité, acquiert à ce qu'il y a ce qu'on appelle la pression du leadership. Il reçoit les pressions à gauche, à droite, et je suis convaincu que parmi ces pressions-là, lorsqu'il s'assoit avec les autres leaders, il discute avec eux, que ce soit sur le plan économique. Peut-être parmi tout ce que Kabila a fait, il n'y a pas toujours eu des échecs. Parmi tout ce que Moïse Katumbi a fait, parmi tout ce que Bemba a fait, il n'y a pas eu toujours des échecs. Qu'il essaye de poser des questions. Le leader ne perd rien lorsqu'il pose des questions. Alors, écoutez, il ne perd rien lorsqu'il pose des questions. Les pays n'avancent pas. Il a besoin de poser des questions pour être capable à ses leaders politiques et même à ceux qui ont sont... déjà fait quoi? Écoutez maintenant. Moi, je voudrais qu'on sorte un peu de l'hypocrisie que l'on a généralement au Congo. Je voudrais que vous nous dites qu'est-ce que Kabila a fait qui a marché? Qu'est-ce que Katumbi a fait qui a marché? Qu'est-ce que Bemba a fait qui a marché? Que Fachi est en train de faire qui échoue? Il peut suivre les conseils. Et d'ailleurs, ça c'est le premier point. Et d'ailleurs, il peut aussi mettre ceux qui sont dans les secteurs économiques. Les gens qui ont réussi dans les secteurs économiques. Il y a plusieurs entrepreneurs dans ces pays qui ont réussi ça. Et je continue. Je suis en train de continuer. Pourquoi il ne parlerait pas avec les ingénieurs, avec les architectes, avec les maçons, avec tous ces grands qui ont réussi dans d'autres secteurs, mais en politique? Écoute, j'ai dit ceci. Il doit mettre en place, j'ai commencé par ça parce que tu m'avais interrompu, il doit mettre en place d'abord ce que je disais, de consulter les têtes politiques de ces pays parce que tout est politique en RDC. Mais ça, on l'a déjà dit. Ok, on a passé ça. Et puis, deuxièmement, il doit être... Ça a échoué. Donc, toi, tu penses que ça a échoué. Ok, ça sinon, les motivations, tout ça. Il y a plusieurs raisons que ça a échoué. Deuxième chose, maintenant, il doit être capable de réunir maintenant les gens qui ont réussi dans l'économie, comme on a parlé, dans l'ingénierie, dans plusieurs domaines, s'asseoir avec eux. Il doit créer maintenant un groupe d'une partie de la politique, d'une partie des gens, des ingénieurs, que ce soit des médecins, que ce soit de ceci. Il a besoin d'un think tank. Même dans mon article, il avait dit ça. Il a besoin d'un think tank de gens qui vont réfléchir avec lui pour aider ce pays à avancer. Pasteur, regarde. Je voudrais qu'on en parle assez couramment. Moi, j'aime les dialogues avec toi parce qu'après, on se rentre dedans, on se dit des vérités. Oui, on se dit des vérités. Si vous allez au gouvernement chinois, quand ils veulent parler du barrage, sur la table, il n'y a presque pas de politiciens. C'est des experts en électricité, c'est des experts en hydrologie, c'est des experts dans ces questions-là. Et parfois, le président chinois dîne avec ces gens qui sont intelligents, qui l'écoutent. Mais ici, depuis 1900, mais comment vous, en même temps, vous voulez qu'il fasse, mais en même temps, vous lui demandez de traiter avec des politiciens qui ont endeuillé ce pays, qui ont pillé, qui n'ont que le mérite de pillage systématique des ressources. Tu as fini? I finish. You finish. I finish. J'ai commencé par les politiciens. C'était ça, que j'avais commencé. Ça veut dire échouer, donc on peut la guerre. Non, ça c'est pour toi, ça a échoué. Mais la voix... Mais vous savez, on s'aime beaucoup. Hein. Mais ça a échoué, non? Oui, ça a échoué. Ça a échoué. Mais lui-même, il est politicien. C'est ça le problème. Lui-même, Félix est politicien. Il était député, hein, même s'il n'avait pas siégé. Il était député. Lui-même, il est politicien. Il est le fils de politicien. À la fin, lorsque la campagne va se faire, la campagne ne se fera pas avec les économistes et tout ça. La campagne va se faire avec les politiciens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai demandé qu'il doit mettre maintenant les autres gens des différents secteurs avec eux pour réussir. Donc, en considération, il doit mettre les secteurs, les gens qui sont des ingénieurs, les médecins, les avocats, tous ces gens qui réfléchissent, tout ça. Tous ces gens qui réfléchissent dans chaque secteur pour essayer de l'aider à avancer. Parce que les statistiques ont montré clair que les politiciens ne savent pas résoudre les problèmes. Mais alors, donc, c'est dans tous les pays. Mais tu as besoin des politiciens parce que c'est eux
qui seront capables de te dire que voilà, nous avons échoué dans tel secteur, voilà, nous avons fait ceci. Mais ils n'ont même pas lui-même, besoin de... reconnaît Vous savez, par exemple, pasteur, vous savez, docteur, Oui, je prends l'exemple de Mobutu. oui, Mobutu n'a pas besoin de dire à Kabila comment on fait dans les transports. Il a échoué dans le secteur des transports. oui, Il laisse le pays n'a pas une société de Oui. transport viable. oui. Mobutu ne peut pas parler à Tshisekedi, à conseiller à Kabila sur le système éducatif. Il a lui-même échoué dans le système éducatif. Il a trouvé un système éducatif assez stable qu'il n'a rien fait pour l'arranger et le système a été plombé. Quand Kabila hérite, il hérite un système pratiquement chaotique que lui a aussi enterré convenablement. Mais alors, qu'est-ce que Fachi apprendra de celui qui n'a pas pu corriger les choses? C'est ça. Il ne va pas seulement apprendre de ça, mais il va apprendre aussi d'autres choses. D'autres choses. Et toi, en fait, tu sais que toi, tu veux, c'est quoi? Qu'on entre dans les détails. Et dans les détails, Oui, là, je voudrais bien. non, les détails, ce n'est pas ça ce qui va nous aider. Parce que tout ce que je C'est sais que qui va Kabila nous- peut conseiller à Fachi, Ah. tout ce que je sais que Kabila peut conseiller à Fachi, c'est le silence. Allez, En tout cas, je sais, tout ce que je sais, c'est comment garder silence, comment quand il y a la pression, tout ça. Oui, comment garder silence. Mais Je pense. en même temps, la fois passée, comme on avait parlé, vous pensez que Kabila, c'est un leader qui est comment? Comment? Qu'est-ce que vous pensez de Kabila? Rien du tout. Je touche tout Vous non. avez dit Non, le il leader- a la manie d'avoir compris l'homme politique congolais. Parce que si tu veux savoir la véritable définition des pasteurs congolais, pose la question, Kabila il te le dira. Il a vu comment les pasteurs ont courbé les chines, ils ont vu comment les pasteurs ont finalement marché à quatre pattes. Il a vu. Non, les Si tu veux pasteurs et les hommes savoir, si politiciens. tu veux savoir la nature de l'intellectuel congolais, pose la question à Kabila, il va te dire, mais ces gens-là sont aussi incapables que possible. Tu peux lui demander une chose le matin, il te fait le soir Ok, autre chose. so, mais Donc, maintenant, ça c'est en comme fait- ça. en fait, Donc, maintenant, pour pour avoir sauver maintenant resté les pays, 18 ans. pour sauver maintenant les pays là où on se retrouve, on doit amener les gens des différents secteurs pour être capable de discuter sur la table et avancer. Moi, je tiens à ça. Je tiens, comme je le répète, pour ne pas perdre les gens, je tiens à ce que les pays, le gouvernement doit tomber, comme j'avais dit, la restructuration des conseillers du président, on doit mettre en place un groupe de think tank qui doit inclure les politiciens. J'insiste et je le dis à tout le monde pour ne pas créer une confusion. Le groupe de think tank qui doit relier les politiciens, qui doit unir les politiciens, les architectes, les médecins, tous ces gens-là sur une même table pour réfléchir. Ce pays doit décoller et ce pays décollera. Okay. Au Nigeria, il y a Dangote. Qui est le milliardaire. Oui. Et mais pas seul. Je peux en citer 5 ou 6 qui sont milliardaires nigérians. En Afrique du Sud, vous en avez plus de 10 ou 15 qui sont des milliardaires sud-africains. Si vous allez dans certains pays africains, au Botswana, le milliardaire, enfin disons le plus riche du Botswana, est un Botswanais. Mais ici chez vous, le plus riche congolais, c'est un politicien que nous connaissons tous. Le plus riche dans les affaires, c'est un Libanais que tout le monde connaît, qui était hier, il était dans les circuits de la gouvernance passée, il continue à être aujourd'hui dans la gouvernance actuelle. Oui. Donc c'est le même Libanais qui a plus d'argent à l'époque, qui continue à avoir l'argent aujourd'hui. Pensez-vous qu'avec ce modèle, on réussira? Si nous n'arrivons pas à faire des Dangote congolais, si on n'arrive pas, on a le pétrole, mais aucun pétrolier congolais n'est plus important que les autres, que les étrangers. Notre pétrole, c'est encore les étrangers qui le contrôlent. On a les mines, mais nous n'avons aucun Congolais minier de la grande facture. Vous avez le coltan, mais aucun Congolais n'est exportateur du coltan, ni du cobalt, ni de vanille, mais on peut citer comme ça partout. Nous avons les cours d'eau. Aucun Congolais ne possède à lui seul 10 bateaux de pêche. Ça n'existe pas. Nous importons les chinchards. Est-ce que nous ne sommes pas devant un paradigme qu'il faut brutalement changer? Oui. Ou si vous voulez, qu'il faut intelligemment et savamment changer? Toi et moi, nous croyons au même principe. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes en train de traverser les différentes universités. Pourquoi nous sommes en train de le faire? Et quel pourquoi? Oui. Je m'excuse à l'audience et je me pose maintenant la question. Pourquoi nous sommes en train de le faire? Pourquoi toi et moi, nous sommes... Because if change the mind. The mind. The change the mind. Change Donc, the mind. tu as répondu à la question. Ouais. Donc, la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes dans les différentes universités, parce que nous avons compris. Vous et moi, nous croyons au changement. Nous croyons à la transformation de la mentalité. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de partir dans des universités. Nous sommes en train de toucher les classes sociales, les vies de ces étudiants, parce que nous croyons que c'est eux qui vont diriger aujourd'hui ou demain. Et
nous tous, nous sommes emballés dans les mêmes paquets. Maintenant, pour sauver ces pays, c'est ça le leadership transformationnel. Même dans l'article que j'avais écrit à Politico, il y a le leadership du risque. Dans le leadership transformationnel, il y a le leadership du risque. Tout, vous avez touché ce point-là. Être changé d'une façon radicale. Et cela va coûter. Par exemple, maintenant, ce que le président est tenté de courir, c'est quoi? Il doit protéger sa majorité. Vous vous imaginez? Il doit protéger sa majorité. Il doit être capable de prendre le ministre de tel côté, le ministre de tel parti politique, le ministre de là-bas, de gauche, droite. Et enfin, on se retrouve en quoi? On se retrouve dans le même cycle. C'est ce que vous êtes en train de dire, dans le même cycle. Et comment briser ce cycle-là? C'est le leadership transformationnel, qui est un leadership de risque, un leadership qui, ce qu'on a dit en anglais, on dit emulate the change, qui est en train d'envier ou de créer un changement. Beaucoup de courage pour y arriver. Qui demande le courage, courageous leadership, qui prend en sorte que le président va dire, vous savez quoi, je prends les risques, je peux perdre même cette majorité ici, mais j'ai vu que dans tel secteur, je mets un homme économique qui est fort. Dans tel secteur, je mets une personne qui est ceci, qui met toutes ces personnes-là. Et c'est là où le pays doit être capable de décoller. On termine cette émission avec la question électorale. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça garantit ou ça nous dresse les lits de contestation? Il y a une partie où ça dresse les lits de contestation, mais nous devons seulement, je pense que c'est Denis Kadima, Oui. Monsieur Denis Kadima doit être capable d'essayer de travailler, de réunir les membres de certains partis politiques. Là, il y a des contestations, d'essayer de négocier avec eux, de travailler avec eux pour essayer de savoir comment est-ce que les choses vont avancer. Très bien. La guerre en Russie. Ouais. On est à la fin d'une guerre, parce que c'est là où on a une guerre véritable. C'est pas celle qu'on veut nous faire créer ici, la guerre hypocrisie qu'on a ici. Mais est-ce que vous pensez on est à la sortie du problème ou on est à l'entrée du vrai problème qui nous attend? Vous vous rappelez, on avait parlé de ça ici la fois passée, dans une de vos émissions. On n'est pas encore sorti, on est encore dans le vrai problème. Cette guerre de la Russie tournera par le fait que ce qui est vrai est que Poutine arrêtera. Que ce soit par force ou bien que ce soit par négociation, ça s'arrêtera. Alors, les dégâts qui se sont créés à l'Ukraine vont prendre du temps pour reconstruire ce pays. Mais comment ça va se passer? Peut-être que... bon, espérons que ça va aller. Espérons. Alors, on va terminer cette émission, mais vous allez regarder la caméra, enfin, vous allez regarder l'écran. Ce qui se passe, c'est que nous avons mis en place une nouvelle stratégie, en fait, une nouvelle rubrique, où nous ne faisons que balancer les photos. Et on aura une autre étape de vidéos plus tard, mais d'abord, les photos. Ouais. Et c'est dans ces photos que vous allez devoir nous dire ce que je pense. Ce que vous pensez de ces hommes ou de ces femmes. Okay. Mais alors, sincèrement, vous allez donner des qualités, mais aussi des défauts. Ok. Et si je saurais, si je ne sais pas, on passe. Ok, on passe. Si tu ne veux pas commenter sur quelqu'un, tu dis on passe. Ok. Et la règle, c'est que moi, je ne commente pas. Ok. Toi, tu commentes? Non, non, pas du tout. Alors, on va regarder tous ensemble. C'est parti. Allez-y. Je pense que il doit réunir les différentes cardinaux, savoir un peu là où ils sont, les différents évêques, hein, on dit évêques, hein, les différents évêques, pour se rassurer qu'eux tous, ils ont la même vision comme lui. Et aussi, il doit s'asseoir avec les chefs de l'État pour essayer de discuter avec les chefs de l'État qu'est-ce que l'Église catholique réellement attend de lui. Comment il s'appelle? Le cardinal Ambongo. Très bien. Alors, suivant. Je les connais et je vais scandaliser les gens à ce que certaines personnes, étant un homme du Seigneur,
Je crois qu'il est dans une lutte et je le soutiens dans son combat et je prie que Dieu lui accorde la victoire. Même pour ceux qui pensent que il est coupable, malgré tout que moi je ne crois pas qu'il est coupable, et je l'assume, hein. Et ils doivent savoir que la même mesure où vous jugez les gens, il vous sera aussi jugé. Comment il s'appelle? Paul Mukendi, Ok. je connais. Très bien. Suivant. Plus de 20 ans dans ma vie, la relation a plusieurs dimensions. Je l'aime énormément de tout mon C'est cœur. pourquoi vous fermez les yeux quand vous en parlez. Oui, c'est pourquoi je ferme les yeux. Ouais. Je l'aime énormément de tout mon cœur. Euh, et il m'aime beaucoup aussi. Euh, nous pensons du temps à toutes les dimensions. En fait, il est les rares personnes, je pense que peut-être il est parmi les 2 ou 3 personnes de ma vie, qui crient sur moi, qui essaient de me redresser. Et je crois en lui, je lui fais confiance. Il n'est pas parfait. Il a des défauts comme tout le monde. Mais c'est un homme que je crois en lui énormément. Suivant. Mais tu n'as pas demandé son nom, hein? Ah ouais, tu m'as eu. Ah, tu vois, Tu tu m'as n'as eu. pas demandé Oh oui, son oui, nom. donnez les noms, son nom. Ah, c'est mon père, Roland Dallon. Très bien. Suivant. Je l'ai rencontré pour la première fois ici, hein. Je ne le suis pas, je ne sais pas beaucoup sur lui, mais je sais tout simplement que quand j'étais jeune, enfant, peut-être jeune, je grandissais, j'étais pas au Congo, mais j'avais appris des œuvres qu'il fait, l'évangélisation. Je ne pense pas qu'il y ait un homme que Dieu aille à utiliser comme cet homme quand j'ai grandissé, hein. Donc, aujourd'hui, bon, je ne sais pas trop, je ne le suis pas, donc je ne sais pas. Suivant. Il a succédé l'église de son père. La responsabilité qu'il a à faire n'est pas facile. Et nous prions que Dieu lui accorde la force et la grâce d'accomplir ce travail. Qualité et défaut. Mais les autres, tu n'as pas insisté Oui, parce que pour qualité et défaut. je l'avais dit avant. Et puis après, les autres qualités et défauts, oui, tout ça. Qualité et défaut. Je ne reste pas avec Moïse pour dire quels sont ses défauts. Mais ce que je vais demander à Moïse, c'est tout simplement qu'il utilise la chair pour l'évangile, qu'il prêche seulement l'évangile. La chair n'est pas un endroit pour parler des problèmes conflictuels que vous avez avec les gens. Ok. Mais il a la grâce de Dieu qui continue avec l'œuvre de Dieu. Suivant. Vous avez fait ça exprès, hein? Ah bah, c'est rien du tout. Vous avez fait ça exprès, hein? Comment il s'appelle? Lui, il s'appelle Maître Néhémie Mouilania. C'est parmi les gens que j'aime beaucoup. C'est un homme qui a discipline du travail, rigueur, intelligent. Ce que les gens ne savent pas, c'est ceci, c'est que Maître Néhémie a été, et aujourd'hui aussi, un de mes étudiants au doctorat. De maîtrise et doctorat, parce qu'il fait ça aux États-Unis. Et je connais son calibre intellectuel, et je crois qu'il a un grand avenir pour ce pays, sur le plan politique. Suivant. Comment il s'appelle? Il s'appelle Papa Léopold Mutombo.
Je ne connais pas beaucoup sur lui, mais je sais tout simplement que un homme qui a un ministère de plus de 30 ans d'expérience, ça demande une forte grâce de la part de Dieu. Et avec tous ces membres que j'ai appris qu'il a dans son église, c'est une église que je ne suis jamais intervenu en RDC. J'ai beaucoup de respect pour qui il est. Suivant. Il nous reste combien de photos? Je pensais qu'il ne restait que 5, et c'était que 5 photos, non? Suivant. Donc les photos sont finies. Vous le connaissez? Monsieur Mbata, c'est ton mentor. Mais c'est à vous de répondre. C'est ton mentor. J'ai au contraire un conseil de donner à Monsieur Mbata. Non, d'abord ses qualités et puis ses défauts. Je ne connais pas beaucoup de ses qualités, de ses défauts, mais je sais une seule chose, c'est que un des grands défauts, je ne peux pas dire un grand défaut, mais je sais que si Mbata a besoin, vous savez, parce que le droit, il n'y a pas une explication claire. Non, on a dit qualité et défaut. Oui, oui, c'est ton maître, c'est ton qualité et défaut. Mentor de M. Bossembi. Vous m'écoutez. Qualité et défaut. Alors, le défaut qu'il a, c'est ceci, c'est que s'il veut convaincre que le droit, l'explication, ça tourne de la façon dont lui il veut, il peut passer même une nuit de préparer le dossier d'être assassiné sur ça. Hein? Et vous le savez très bien. Ça, j'ai appris ça aussi de chez vous. Hein? Vous avez appris quoi de chez moi? Hein? Qu'il prend du temps pour lire. Hein? Il lit. Il lit beaucoup. C'est parmi les grands intellectuels de ce pays. Ah, parmi les grands intellectuels. Oui. Ok. Ah. Suivant. Ça devait se limiter à 5, non? Il nous reste 2, on m'a dit. Ah. Le frère Mike, pasteur Mike, frère Mike. Je donnerai un conseil pour dire tout simplement qu'il réduise sa visibilité et qu'il reste calme. Suivant. L'avant-dernière photo. Prophète Joël Francis, il a la main de Dieu sur lui, il a un avenir grand et qu'il continue à faire ce qu'il fait, mais qu'il réduise simplement, qu'il sache simplement que le média peut te construire ou te détruire. Dernière photo et on termine. Je pense que c'est l'ancienne épouse de frère Mike Kalambay. Je ne l'ai jamais suivi et je ne sais pas beaucoup de détails, mais je prie tout simplement que Dieu puisse l'aider. Merci beaucoup, très cher professeur. On a terminé cette émission. Merci beaucoup. Et toi, tu n'as pas commenté, hein? Non, pas du tout. Moi, je commente pas, c'est la rubrique. Mais on va trouver, on est en train d'ajuster cette rubrique. Moi, je pensais même que tu allais mettre même Joe Biden, même les gens d'Amérique. Pour qu'elle ne soit pas longue, donc on va essayer de rester dans les 5 photos. On va essayer de faire ça. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Messieurs et dames, c'en est fini pour aujourd'hui. Ça sera comme ça la nouvelle configuration de Face à Face. On est en train de mettre un peu quelques éléments pour essayer un peu de redonner un peu de la force, un peu de la nouveauté dans cette émission. Vous savez, quand vous êtes pendant 3 ans en train de présenter un même show, pratiquement tous les jours, vous atteignez ce qu'on appelle en français le point d'incompétence. Ça veut dire le point où vous ne pouvez plus rien donner et vous commencez à faire la même chose. Donc à un moment donné, il faut essayer un peu de redonner un peu du sang neuf dans chaque chose. Merci d'avoir suivi cette émission. Excusez toutes les imperfections. Je vous retrouve avec le même plaisir très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuile uzon, sizubi noir, daimana shindo tweneleye, na kinyapa na piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyapa na kungu. Loye molonene ya lisa.